Bon, alors, bonjour à tous les participants, aux amis de l'Université de français de l'Université de Tel Aviv, à nos amis francophones à Tel Aviv même. Nous avons aujourd'hui le très très grand privilège d'avoir parmi nous Boris Cyrulnik, dont nous admirons tous l'œuvre et dont la parole sera particulièrement précieuse en ces temps difficiles. Donc, nous allons d'abord donner la parole à Francis Barrel, président de notre association. François Elbron s'excuse de ne pas pouvoir modérer cette session. Il est malheureusement malade. Et notre nouveau vice-président, Francis Barrel, va prendre la parole pour vous parler un petit peu de l'université. Après quoi, comme nous sommes à Hanouka, nous allons faire l'allumage des bougies, donc avec Yvan Attal et Valérie Abécassis, qui sont nos invités d'honneur. Merci, merci d'être parmi nous. Et ben, ensuite, je présenterai très rapidement Boris Cyrulnik et nous lui laisserons bien sûr la parole. Voilà. Alors, Francis, c'est à toi. Merci Stella, bonsoir à tous. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai déjà eu le plaisir d'animer une réunion il y a 2 ans et demi avec Boris et Raphaël Enthoven pendant le confinement pour la Fondation Janine Manuel. Donc c'était sur la résilience déjà. Un thème un petit peu plus large, mais en tout cas c'était déjà un plaisir et un honneur. Et effectivement, comme l'a dit Stella, je rejoins la FOTA en tant que nouveau vice-président aux côtés de Samuel Gelrubin et évidemment aux côtés de François Elbron qui reste notre président. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils de Monique et Sylvain Barrel et le petit-fils de Hugo Ramicianu, qui a lancé la FOTA il y a de nombreuses années. Donc c'est un plaisir, un honneur pour moi de rejoindre l'association. Et comme l'a dit Stella, le thème de ce soir, au-delà de la résilience, c'est vraiment de parler aussi des facteurs de protection des enfants dans la guerre, après la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que la FOTA et l'Université de Tel Aviv sont assez précurseurs sur le thème, puisque pour ceux qui ont connu Wolf Marmot, qui nous a malheureusement quittés il y a pas très longtemps, il avait lancé plusieurs investissements pendant des années, dès les années 60, autour des syndromes post-traumatiques liés au combat et au terrorisme, comme les troubles du sommeil des enfants, les traumatismes des soldats et des populations civiles impactées par des bombardements ou des attaques terroristes. Et donc, il y a carrément un French Floor au sein de l'Université de Tel Aviv qui est dédié à ces traumas et qui aide les populations israéliennes, mais aussi les populations mondiales. Moi, j'ai rencontré des gens des Bleuets de France, qui sont une association qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc en 1919, et qui pourtant, même 100 ans après, sont inspirés par le travail de l'Université de Tel Aviv sur la gestion du trauma et sur les troubles psychologiques. Donc voilà, donc c'est très important tout le travail que fait l'Université de Tel Aviv autour de ça. Le travail aussi en ce moment au niveau du fonds d'urgence, dont on reparlera, je pense, en fin de ce call, de ce Zoom, est très important aussi pour aider les étudiants. Parce que pour rappel, aujourd'hui, sur 30 000 étudiants qui étudient ou qui vont étudier au sein de l'Université de Tel Aviv, il y en a plus de 10 000 qui ont été appelés en réserve et plus de 7 000 qui sont aujourd'hui au front. Donc c'est pratiquement un tiers de toute l'université qui est sollicitée, qui est au combat, que ce soit des professeurs ou des étudiants. Et donc c'est pour ça que la rentrée a été décalée du 8 octobre, date où elle devait avoir lieu initialement, à courant décembre, puisque évidemment quand vous avez un tiers de vos étudiants et une bonne partie de votre corps professoral qui est sollicité, c'est très compliqué. Donc voilà, je n'en dirai pas davantage pour le moment, je réinterviendrai en fin de call. Mais en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Cyrulnik, d'avoir accepté notre invitation. Merci Yvan et Valérie de lancer l'allumage des 5 bougies plus de chez Mèche ce soir. Et je vous laisse continuer le procédé de ce call. Merci beaucoup, Francis. Alors, Agnès, la déléguée de notre association francophone, voilà, va présider Alors, la cérémonie de l'allumage des bougies. alors oui, cette année, l'allumage des bougies de Hanouka revêt une signification et un message d'espoir particulier. La victoire de la lumière sur les ténèbres, mais aussi la force du peuple juif. Merci Yvan Attal et Valérie, fidèles de l'Université de Tel Aviv, d'être avec nous ce soir pour cet allumage. Yvan, né en Israël, acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste français, ami de l'Université de Tel Aviv, en 2016,
nous as offert la projection de ton film Ils sont partout. Être français juif dans le monde d'aujourd'hui, c'est malheureusement plus que d'actualité. Valérie, rédactrice en chef, magazine Culture, présentatrice de l'émission Culture sur I24, fait actuellement un formidable, exceptionnel travail d'information très dur. Voilà. Yvan, à toi l'honneur d'allumer les premières bougies de Hanouka. Alors, est-ce qu'on peut, oui, on voit tout ça, hein. Alors, eh ben, j'y vais. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizotav vetzivanu, leadlik ner shel Chanukah. Amen. Amen. Les allume toutes? Non, il Tu faut allumes laisser à la Valérie. deuxième et après Valérie. Eh ben, à toi, Valérie. J'en ai allumé deux. Alors, ça veut dire que si je le fais dans ce sens-là, c'est à l'envers pour vous, n'est-ce pas? Mais fais-le dans ton sens. Oui, oui, je le fais dans mon sens. Voilà. J'allume aussi les miennes tant qu'à faire. Puisque Oui. c'est- Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, sharasa nisim laavotenu bayamim alechem bizman hazeh. Amen. 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 On met des lumières, des Des lumières. lumières. Là, il est parti. Je vais le mettre ici. Là. Voilà. Et merci à l'université de proposer cette conférence. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et Boris, vous êtes vraiment une référence. On a vraiment envie et hâte d'entendre vos lumières sur ce qui se passe ici. On en a besoin. Merci beaucoup, Yvan Attal. Yvan, un Merci, petit mot. Valérie Abécassis, d'être parmi nous, d'avoir allumé ces bougies. Nous renonçons à la petite chanson traditionnelle aujourd'hui et nous allons passer donc à la Un petit conférence mot. de Boris Cyrulnik. Alors évidemment, je comprends qu'on n'a pas besoin d'introduire Boris Cyrulnik, dont tout le monde a lu les œuvres, mais néanmoins, il est de tradition de dire quelques mots. Donc, vous savez que Boris Cyrulnik est neuropsychiatre de formation et psychanalyste, qu'il a eu une enfance difficile puisqu'il a échappé à l'arrestation et à la mort. Et il a été pris en charge par des particuliers jusqu'à sa libération. Ses parents sont morts en déportation et il a été élevé par sa tante. Alors, Boris nous dit dans ses interviews que cette expérience traumatisante l'a poussé à se diriger vers la psychiatrie. Il a créé à Toulon un groupe de recherche en éthologie clinique et il est directeur d'un diplôme d'enseignement en éthologie humaine, c'est-à-dire l'étude biologique donc du comportement humain à l'université de Toulon. Alors je rappelle en 2019, il a été nommé par le président Macron, il a été nommé président du comité des 1000 premiers jours de l'enfant, qui est une période cruciale dans le développement de l'enfant, une commission qui a déjà d'ailleurs rendu ses résultats en septembre 2020. Et vous savez que Boris Cyrulnik a développé et popularisé le concept de résilience qui nous sera plus que jamais nécessaire, hein, qui pose que le traumatisme ne détermine pas une destinée, que la personne peut trouver en soi une force intérieure qui peut lui permettre d'échapper à son passé et de se reconstruire. Et cette résilience, selon lui, peut être déclenchée chez les enfants. Alors, c'est bien sûr une approche positive qui nous donne de l'espoir dans cette période traumatisante où nos enfants passent par des épreuves souvent terribles dont nous avons peur qu'elles ne les traumatisent à vie. Et c'est ce savoir et cette parole d'espoir que nous allons entendre ce soir dans la conférence de Boris Cyrulnik qui va nous parler des facteurs de protection des enfants dans la guerre. Voilà, Boris, merci d'être là. C'est à vous. Merci de m'avoir invité auprès de vous à Tel Aviv. Je pense que la guerre fait partie de la condition humaine.
vous, Yvan Attal, il faut que vous, allez- c'est vous qui devez allumer Ah, ça s'en va. Ça s'en va à chaque fois. Je voulais juste, avant que vous commenciez, Boris, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, j'ai moi-même des enfants, je suis seul avec eux ce soir. Je vais devoir vous laisser. Je voulais absolument être là pour l'allumage des bougies et témoigner toute ma solidarité, mais je dois vous laisser. Je sais que ce Zoom est enregistré. Valérie ou Agnès, est-ce que vous me ferez le plaisir de m'envoyer cet enregistrement Bien pour que sûr. écouter en différé toute cette, tout ce que vous allez pouvoir vous dire ce soir. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité. Je vous embrasse très fort et j'espère à très bientôt. Merci Yvan, merci beaucoup. Merci, Yvan, bien sûr. Alors, l'idée que je vous propose, c'est que les enfants dans, souffrent depuis, probablement depuis que l'être humain est sur Terre, depuis que nos grands-parents, Monsieur et Madame Sapiens, sont sur Terre. Il y a des guerres tout le temps. Chaque génération a sa guerre. J'en ai connu deux, la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Et on voit les mêmes phénomènes se répéter. Et puisqu'on s'est réunis pour réfléchir à l'impact que ça a sur les enfants, je pense qu'on a malheureusement un gros corpus à traiter. Euh, pour faire un schéma, pour organiser mon exposé, les racines de la violence, y compris contre les enfants, schématiquement, très schématiquement, il y a deux racines. La première racine, c'est la carence éducative, où les garçons, plus que les filles, sont mal structurés par une carence éducative et affective autour d'eux, sont incapables de contrôler leurs émotions et ils sont complètement soumis à leurs pulsions. Et la deuxième source de violence, c'est le langage totalitaire. Et là, on voit le contraire, c'est-à-dire on voit des hommes et des femmes très cultivés, mais soumis à un seul langage, le seul qui dise la vérité, l'absence de débat démocratique, arrive à détruire les autres sans aucune culpabilité, puisqu'il n'y a pas il y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. C'est ce qu'on a vu pour le nazisme, c'est ce qu'on a vu pour tous les génocides, c'est ce qu'on voit pour toutes les perversions, sauf que dans le langage totalitaire, c'est une perversion culturelle. Donc, la racine de la violence, c'est soit une carence affective, mais pour nous, en éthologie affective, ça veut dire sensorialité. Ça veut dire regarder, toucher, parler. La parole, pour nous, a une fonction bien plus affective que sémantique. Ça n'exclut pas la fonction sémantique, évidemment, mais pour nous, la carence affective, c'est une carence sensorielle par trouble de l'environnement des enfants. Or, les guerres ont toujours existé. C'est des guerres de survie, c'est des guerres de frontières. Pratiquement toutes les frontières sont le résultat de guerres. C'est des guerres de religion. C'est la cartographie des religions et résulte toujours de guerres. Et puis, c'est des guerres de croyances, schématiquement, depuis la première croisade, c'est des guerres de croyances. Ces croyances peuvent être des croyances religieuses, ça peut être des croyances profanes, comme le communisme, ça peut être des croyances idéologiques, ça peut être des croyances délirantes. Je terminerai mon exposé comme ça, c'est-à-dire que les délirants, très souvent, ont des convictions délirantes. Quand j'étais praticien, j'ai très souvent entendu dire il faut être fou pour ne pas voir que la Vierge est assise sur mon frigidaire. J'ai très bien connu Napoléon. J'en ai même connu plusieurs. Et depuis que je travaillais dans les hôpitaux psychiatriques. Et depuis que la culture a changé, depuis qu'on parle moins de Napoléon et qu'on parle plus de technologie, eh bien, on entend des gens qui communiquent, qui reçoivent des ondes par l'ampoule électrique, qui reçoivent des ondes, et surtout des gens qui sont gouvernés par la télévision ou par le smartphone, qui gouvernent leur esprit. Or, dans toutes ces guerres, voilà, donc c'est l'environnement
déstructurés, soit par la carence affective éducative, soit par un langage totalitaire que je propose d'expliquer qu'à chaque génération, il y a des guerres de formes différentes. Mais depuis 1860, depuis tout le temps, les enfants ont payé très cher les guerres et depuis tout le temps, les enfants sont massacrés en grand nombre par toutes les guerres. Alors, comment réfléchir maintenant à ce qui attend nos enfants? Je propose de raisonner avec trois chapitres. Avant le trauma, pendant le trauma, après le trauma. Avant le trauma, c'est-à-dire théoriquement en période de paix suffisante ou en tout cas de guerre non vraiment déclarée, dans toute population d'enfants, certains acquièrent des facteurs de protection si ils ont une niche familiale stable, dans un contexte culturel suffisamment stable. Donc autour d'eux, il y a une structure affective, une structure verbale qui leur permet de se structurer eux-mêmes. Le deuxième chapitre que je propose, c'est la structure du trauma. Quand il y a un trauma violent, explosif, dans la mémoire, il y a un avant et un après. Le trauma est une plaque tournante de l'existence. Mais la plupart du temps, le trauma est insidieux et pour moi, la fin de la guerre n'a pas été la fin des problèmes. C'est-à-dire que lorsque la famille est déchirée, parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des syndromes psychotraumatiques dans la famille, ce trauma insidieux délabre peut-être encore plus que le trauma aigu parce qu'on se défend moins bien. Le trauma aigu, on souffre, on est sidéré, on est paniqué, on affronte. Si on est soutenu, on affronte. Alors que dans le trauma insidieux, on serre les dents, on dénie et on affronte mal, on se défend mal contre un trauma insidieux. Et puis surtout, après le trauma, les deux mots-clés de la résilience sont soutien et sens. Soutien, c'est-à-dire, c'est ce que tout à l'heure, je crois que c'est Anna qui a disait, il n'y a jamais eu autant de solidarité à Tel Aviv. On s'entraide, on se parle. Elle parlait de légumes. Je crois que probablement, elle devait faire allusion à des distributions de vivres, à des distributions de médicaments, je ne sais pas, mais ça, c'est ce qu'on voit effectivement dans toutes les guerres qui tragiquement détruisent ou augmentent la solidarité, dans tous les traumas aussi d'ailleurs. Le premier mot, c'est donc le premier mot clé de la résilience, c'est donc soutien, quelle que soit sa forme. S'il n'y a pas de soutien, il y a très très peu de processus de résilience. Et sens, alors là, je pense que pour l'instant, que ce soit les Israéliens ou tous les peuples, ou les Palestiniens, ou tous les peuples en difficulté, on est dans l'affrontement, on est dans la synchronie, on n'est pas encore dans le sens. On ne pourra donner sens à ce qui nous arrive, à ce qui est arrivé le 7 octobre, que si on a le recul du temps, l'apaisement, le contrôle de l'angoisse, l'apaisement du temps, et à ce moment-là, on pourra proposer des réflexions diachroniques, c'est-à-dire chercher à comprendre ce qui nous est arrivé et quels sont les facteurs acquis ou non acquis qui vont nous permettre de reprendre un autre développement parce que dans la définition de la résilience, ça ne peut pas être le développement qu'on aurait eu puisqu'il y a eu un trauma, donc il y a une déchirure, et ce trauma laisse une trace cérébrale que maintenant on sait photographier, j'en parlerai tout à l'heure, laisse une trace affective. Toute notre vie, on reste sensible à ce qui nous a traumatisé, même si on l'a suffisamment bien surmonté pour parler de résilience, et puis laisse une trace dans les récits culturels, et là, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On peut agir sur les trois milieux qui agissent sur nous, agir avant le trauma sur l'éducation, agir pendant le trauma sur la solidarité et la protection, agir après le trauma sur l'organisation des circuits affectifs,
et sur la création de lieux de parole, de lieux de réflexion où on pourra se rencontrer et chercher à comprendre ce qui nous est arrivé. Donc voilà le plan que je propose pour réfléchir à ce qui arrive aujourd'hui à nos enfants. Alors, maintenant, je retourne un peu au premier chapitre, avant le trauma. Il y aurait, alors là, je cite Caspi, mais il est cité, donc je le cite, il y aurait parmi nous des gens qui sécrètent génétiquement plus de sérotonine que d'autres, et la sérotonine, c'est l'hormone qui donne le plaisir de la relation, et de dopamine, c'est la neurohormone qui donne le plaisir de l'action. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je le cite parce que c'est publié, mais je sais aussi qu'il y a d'autres publications qui disent que le milieu participe fortement à la sécrétion de la sérotonine et de la dopamine, et que quand un milieu est sécurisé, on sécrète effectivement plus de sérotonine et de dopamine, sauf que là, c'est pas génétiquement déterminé. Là, c'est nous qui, politiquement, éducationnellement, pouvons décider si on organise autour de nos enfants un milieu qui va les sécuriser. Donc, en effet, on sait maintenant que lorsqu'on apprend à un enfant à parler, lorsqu'on apprend à un enfant à s'exprimer, et même à exprimer ses besoins affectifs, ce qui correspond à 70% de tous les enfants de toute population et de toute culture, à l'âge de 10 mois, bien avant l'apparition de la parole, tous les enfants ont acquis un attachement sécure. On a gardé l'anglicisme parce que en langue française, il n'y a, y a pas la distinction entre sécure et sécurisé. Un enfant sécurisé, alors que cette distinction existe en italien et existe dans beaucoup d'autres langues, mais pas en français. Un enfant est sécurisé quand il a auprès de lui sa figure d'attachement. Normalement, statistiquement, c'est sa mère, mais ça peut être une autre figure d'attachement, ça peut être un substitut. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait près de lui une figure d'attachement qui le sécurise. Alors qu'un attachement sécure reste sécurisé même quand il est loin de sa figure d'attachement. Quand sa mère s'en va, il a acquis une confiance en lui. La figure d'attachement est imprégnée, je souligne le mot qui a une connotation biologique, sauf que cette biologie-là vient de l'environnement, alors que la sécrétion, la génétique vient de la génétique, vient du capital génétique. Là, ça vient de l'environnement. Si l'enfant est entouré et s'il a autour de lui plusieurs figures d'attachement, la mère, celui que de mon temps on appelait le père, je ne sais pas comment il faut dire maintenant, il faut dire le deux. À la commission des 1000 premiers jours, on a dit le deuxième parent, ce qui m'a surpris, choqué, parce qu'on n'a pas su définir le père. Je le redis, on n'a pas su définir le père. Donc on a dit le deuxième parent. Alors ça, c'est un marqueur culturel, c'est même un marqueur anthropologique majeur. Et lorsque un enfant, les 70% d'enfants qui à 10 mois ont acquis un attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils restent confiants en eux, même quand la figure d'attachement n'est pas là, tous ces enfants avaient autour d'eux, au cours des 10 premiers mois de leur vie, un milieu structuré par plusieurs figures d'attachement. Alors que les 30% d'enfants qui ont acquis un attachement insécure, évitant, ambivalent ou désorganisé, tous ces enfants n'avaient pas autour d'eux une niche sensorielle stable. Il y avait une tragédie familiale, il y avait une guerre, il y a eu un trauma, il y avait la violence conjugale, il y avait la précarité sociale, il y avait la guerre. Et dans ce cas, ces 30% d'enfants n'ont pas acquis l'attachement sécure. Lorsque ces chiffres que je viens de vous donner ont été refaits dans des pays en guerre, j'ai travaillé au Congo, j'ai travaillé en Syrie, j'ai même travaillé à Ramallah, j'ai donné des cours à Ramallah, j'ai travaillé dans des pays en guerre, au Liban. Eh bien, c'est pas 70% d'enfants
qui ont acquis un attachement sécure, celui qui donne le plaisir de la relation, celui qui donne à l'enfant la confiance en soi, c'est 30 ou 40%. Et dans ces pays-là, 5% d'attachements désorganisés dans un pays en paix. Les attachements désorganisés, c'est les enfants qu'on ne comprend pas. On leur sourit, ils nous frappent dessus. On leur tend les bras, ils s'auto-agressent. On veut les aider, ils se frappent la tête par terre ou contre un mur. Là, c'est un indice de désorganisation développementale important qui, qui nécessite probablement l'intervention d'un professionnel, alors que dans les attachements évitants, l'enfant ne soutient pas le regard, se tient à distance. Il suffit d'agir sur le milieu, mais ce n'est pas la peine de faire intervenir un professionnel. Généralement, un événement peut lui apprendre l'attachement sécure, le faire évoluer. Or, ces enfants désorganisés sont 5% de toute population d'un pays en paix, c'est 20 ou 25% d'une population d'enfants dans un pays en guerre. C'est-à-dire que la guerre est une fabrique de psychopathes, quelle que soit la culture. Mais c'est résiliable, c'est-à-dire que je le redis volontairement, pour ces 30% d'enfants qui n'ont pas acquis l'attachement sécure, un événement sécurisant, éducatif, une rencontre, une institution peut permettre à ces enfants de rattraper, d'apprendre plus tard, il faudra travailler un peu plus. Ils apprennent l'attachement sécure en quelques mois, si tout va bien, eh bien, on peut l'apprendre en quelques mois plus tard, ou même en quelques années, s'il y a eu un trauma. En revanche, pour les 5% d'attachement désorganisé, là, il faudra sûrement l'intervention de psychologues, parfois de médecins, ou d'éducateurs, de métiers de la petite enfance pour essayer de rattraper la casse pour ces 5% d'enfants désorganisés. Or, le déterminisme génétique qui m'a fait hésiter tout à l'heure, il existe bien sûr. Quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, ça donne naissance à un bébé humain. C'est rare que ça donne naissance à un hippopotame ou à une hirondelle de mer. Donc, il y a bien sûr un déterminant génétique. Mais l'épigenèse est là à Tel Aviv. Sam Shaul Harel, avec qui m'a invité à Tel Aviv, a été un des premiers à montrer en neuropédiatrie qu'il a fait une population de 170 femmes enceintes et qui consultaient pour syndrome psychotraumatique, acquis en Israël ou en territoire palestinien à cause des attentats. Ces femmes étaient suivies dans les hôpitaux israéliens et elles ont mis au monde 170 bébés. Shaul a fait 170 neuroimageries. Tous ces bébés avaient une dysfonction neurologique. C'est-à-dire que David Cohen à la Salpêtrière, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, et dans toutes les cultures où ce genre de travail a été fait, les dysfonctions cérébrales sont schématiquement les mêmes. Atrophie des deux lobes préfrontaux, socle neurologique de l'anticipation, atrophie des deux systèmes limbiques, socle neurologique de la mémoire et des émotions, hypertrophie des amygdales rhinencéphaliques, les amygdales du cerveau, qui sont des noyaux de neurones qui ne sont plus freinés par les lobes préfrontaux puisqu'il y a une atrophie. Il y a donc, Pierre Bustani nous a montré des neuroimageries avec des amygdales rhinencéphaliques multipliées par 10. C'est le socle neurologique des émotions insupportables, de rage, de colère, de haine, de désespoir, d'angoisse. Ça, c'est facile, on le sait facilement, parce qu'en clinique, quand il y a un hématome ou surtout une tumeur qui stimule ces deux amygdales, et quand j'étais neurologue, j'en ai vu beaucoup, les patients ne peuvent pas freiner leurs émotions d'agression. Ils sont soumis à la pulsion, dirait un psychanalyste, sauf que là,
la soumission à la pulsion, c'est une dysfonction cérébrale acquise, provoquée par la défaillance du milieu. Donc c'est un raisonnement écosystémique. C'est pas une cause qui provoque un effet, c'est la désorganisation du milieu, que ce soit une famille violente, que ce soit une précarité sociale, que ce soit un appauvrissement verbal, parce que tout à l'heure j'ai proposé que la verbalité, avant l'explosion du langage du 20e au 30e mois, la verbalité a déjà une fonction affective importante et structurante du cerveau. Et lorsqu'il y a une défaillance du milieu, ben, le cerveau est désorganisé. Et ces enfants, les garçons, 8 à 10 fois plus que les filles, sont altérés. C'est-à-dire que ces garçons arrivent à l'adolescence ou à l'âge de la maternelle, incapables de maîtriser leur pulsion. Dans les crèches, c'est les garçons qui mordent, qui frappent, qui poussent. À l'école, c'est les garçons qui sont isolés parce qu'ils frappent et crient tout le temps. Et ces garçons sont donc encore plus isolés parce qu'on les évite. Et ces garçons arrivent à l'adolescence, ils sont des proies pour les gourous parce qu'ils sont incapables de maîtriser leurs pulsions. Et c'est ce qui se passe dans un pays en guerre, où la guerre est souvent déclenchée par des intellectuels, des hommes ou des femmes ou des hommes soumis à un langage totalitaire. Quand ils déclenchent des rages, des manifestations gouvernées par des slogans, le propre du langage totalitaire, c'est le slogan qui arrête la pensée et qui crée un sentiment d'euphorie, on est bien tous ensemble, qui crée un sentiment d'appartenance euphorisant, et ces garçons, rendus vulnérables par une carence affective précoce, sont galvanisés et ils sont euphorisés par un langage totalitaire où enfin ils se sentent forts, enfin ils se sentent entourés. Et c'est pour ça qu'en France, on voit que le djihadisme trouve ses racines en prison. Parce que ces garçons qui vont en prison à cause d'une carence familiale, en prison, ils sont sécurisés, ils sont récupérés par un djihadiste qui leur dit, je sais d'où vient le mal, et ces enfants trouvent à ce moment-là un mode d'expression euphorisant. En pensant ça, en disant ça, je pense à Mohamed Merah. Je ne sais pas si on en a parlé en Israël, mais Mohamed Merah a tout raté. Il a raté ses interactions précoces. Quand il était bébé, il n'y avait personne autour de lui. Donc, il acquiert un attachement désorganisé. Il crie quand on lui sourit, il frappe quand on lui fait une offrande alimentaire, il est désorganisé. Donc, il n'y a pas de crèche. À l'école, provoque tellement d'hostilité qu'il n'a pas de copains, il est tout seul. Donc, il fait partie de ces garçons errants dans la rue, ni structurés par l'école, ni structurés par la famille, ni structurés par le sport, ni structurés par ce qui fait la culture. Ces garçons-là arrivent à l'adolescence, il veut s'engager dans l'armée française, il est réformé, il n'est pas pris, parce il est pas structuré, il n'est pas gouvernable. Il devient délinquant, il passe à l'acte parce qu'il ne peut pas ne pas passer à l'acte, il ne peut pas inhiber son passage à l'acte. Il a une atrophie bifrontale, on peut lui expliquer ce qu'on veut, il pourra pas s'inhiber. Il a une pulsion, il passe à l'acte, il est mis en prison pour une petite délinquance, et en prison, il rencontre un gourou qui lui dit, je sais d'où vient le mal vient des Juifs, je vais te former, je vais te donner de l'argent pour aller faire des stages, et enfin Mohamed Merah est heureux, il apprend à tirer au fusil, il fait des voyages, enfin il a une structure autour de lui, il est récupéré par un langage totalitaire qui lui désigne celui d'où vient tout le mal, les Juifs. René Girard a très bien travaillé ça avec le phénomène qu'il appelle le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est celui qui désigne quand un peuple se sent mal, quand un homme, un individu, un groupe social ou un peuple se sent mal, généralement, presque toujours, il trouve l'origine du mal, c'est l'autre, l'étranger, le juif, l'arabe, la sorcière,
d'où vient tout le mal. Et depuis les premières croisades, chaque fois qu'il y a un mal, une désorganisation sociale, on sait d'où vient le mal. La première croisade disait les premiers pogroms de l'antisémitisme chrétien ont été faits au cours de la première croisade, et puis ensuite, bien sûr, les chrétiens ont pris l'habitude. Mais il y a en France actuellement des ratonnades anti-arabes qui ont le même mécanisme, de même qu'au Moyen Âge, on a brûlé des sorcières exactement pour les mêmes raisons. Les premières sorcières brûlées, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des sages-femmes. Elles ont un savoir qu'une femme ne devrait pas avoir, donc elles ont été brûlées, ou alors elles connaissaient des poisons, c'est pour ça que on constatait qu'après les épidémies, on avait constaté effectivement que quand quelqu'un buvait de l'eau, il a tombé malade, et on avait aussi constaté qu'on avait vu un homme, une sorcière, mettre une poudre dans l'eau. Cet homme, c'était un juif ou une femme qui savait les poisons, donc ça déclenchait un phénomène, un pogrom ou un bûcher pour les sorcières. Donc René Girard explique ça très bien dans le phénomène du bouc émissaire. Mais Shaul Harel, à Tel Aviv, nous a appris que très tôt, au cours de l'épigenèse, le moindre stress maternel modifie, je souligne, non pas le gène, le moindre stress maternel modifie l'expression de la bandelette ADN. Le gène, l'ADN est le même, son expression est totalement différente. Et là, les gens qui ne sont pas formés à la biologie ont beaucoup de mal avec ce raisonnement parce qu'on est quand même parasité par le dualisme cartésien. Le corps d'un côté, l'âme de l'autre, sans rapport. Le dualisme cartésien nous empêche de penser ce que la biologie propose aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque la mère est stressée, elle sécrète schématiquement le cortisol et les catécholamines, qui sont les substances vedettes du stress. Et Anne-Laure Suter à Bordeaux a très bien montré comment, lorsque le cortisol sanguin dure trop longtemps, chez une femme enceinte, il passe la barrière du placenta et le bébé déglutit du liquide amniotique, sauf que quand la mère est stressée, le bébé avale un liquide amniotique bourré de cortisol et de catécholamines, toxiques pour les systèmes nerveux limbiques. Et quand on a posé cette question à Richard de Genève, il nous a montré effectivement que lorsque le bébé déglutit un liquide amniotique bourré de cortisol, il fait d'abord un œdème des cellules cérébrales du système limbique, et si ça dure trop longtemps, il provoque une hyperosmolarité, c'est-à-dire que les cellules gonflent trop, elles explosent, et c'est ce que Shaul a montré quand le bébé arrive au monde, parce que la mère a été stressée, il a une atrophie du système limbique. Je reprends le raisonnement écosystémique. La mère est stressée par une altération du milieu, précarité sociale, violence conjugale, tremblement de terre, etc., guerre. Si ça dure, le bébé qu'elle porte déglutit et avale du cortisol, il arrive au monde avec une altération de ses émotions à cause de l'altération du milieu, raisonnement écosystémique. Mais les travaux sur la résilience montrent que plus on réorganise tôt le milieu, plus la neurogenèse redémarre facilement. J'ai fait les électroencéphalogrammes de bébés traumatisés. Dès que la mère est stressée, je gomme stressée, dès que la mère est sécurisée par une relation, par un groupe d'amis, et s'il le faut, par un psychologue, mais ce n'est pas tout le temps obligatoire, la famille, les copains, la culture sont nécessaires et suffisants. Et quand il y a un attachement désorganisé, là, il faudra effectivement un professionnel. Dès que la mère est sécurisée, l'électroencéphalogramme de l'enfant redevient normal pour son âge, une nuit ou deux après.
Donc la résilience neuronale, c'est totalement contre-intuitif. La résilience neuronale est étonnamment rapide à condition qu'on s'occupe le plus tôt possible des mères, des bébés. Et ça, c'est le travail de la famille, des copains, de la culture, si il y a une famille, des copains et une culture pas trop désorganisée. Alors ça, c'est des nouveaux raisonnements qui sont maintenant défendables par la biologie, par la neuroimagerie, par les neurosciences, par la psychologie. Il y a donc une accumulation d'explications totalement hétérogènes, ce qui explique que dans la résilience, on est obligé de travailler avec des gens de disciplines différentes. Et on me disait, ça ne marchera pas. Quand on a commencé à travailler comme ça en 1980, tout le monde disait ça ne marchera pas. Et bien, ça marche très bien, à condition qu'on s'entraîne à raisonner en termes écosystémiques, comme je vous l'ai proposé, et non plus seulement en termes de une cause provoque un effet. Quand les enfants ont acquis cette dysfonction cérébrale à cause d'une désorganisation de l'environnement, quelle que soit la cause, euh, ces enfants-là ont des amygdales tellement grosses que pour eux, toute information devient une agression. Et ces enfants, ils répondent tout le temps parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions, leurs impulsions. En plus, ces enfants sont tellement impulsifs qu'ils ont tous un important retard de langage. Lorsqu'on parle autour d'un enfant, on voit et qu'on lui fait une neuroimagerie en même temps, on voit que son lobe temporal gauche passe au rouge. Ça veut dire que les neurones du lobe temporal gauche entendent des sons. Mais lorsqu'on s'adresse à l'enfant en lui parlant, l'organe sensoriel qui s'adresse à l'enfant, c'est la proximité du visage, les basses fréquences de la voix maternelle, l'odeur de son corps, la manipulation. Ça crée un objet sensoriel autour du bébé et cet objet sensoriel, pour lui, le capture. Et à ce moment-là, sculpte non pas le lobe temporal gauche, mais une zone précise du lobe temporal gauche qu'on appelle le planum temporal. Et là maintenant, il y a beaucoup de neuroimagerie qui montrent que plus on parle au bébé, plus on parle à l'enfant, plus on sculpte la zone des sons qui, de jour en jour, de mois en mois, va devenir la zone du langage. C'est-à-dire qu'on sculpte la lobe temporale gauche en parlant à l'enfant. Parler à l'enfant, c'est une fonction, c'est une stimulation sensorielle qui sculpte son cerveau. Or, les bébés qui ont été entourés et à qui on a parlé rentrent en France en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 3000 à 3500 mots, alors que les bébés qui ont vécu dans un milieu insécurisant ou à qui on n'a pas parlé parce que la mère était morte, parce qu'il y avait la violence, parce qu'il y avait la guerre, ces enfants-là rentrent en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 200 ou 300 mots. Devinez lesquels vont comprendre les consignes. Devinez lesquels vont devenir bons élèves. Devinez lesquels vont apprendre à s'exprimer, à raconter leurs petits chagrins, à faire des déclarations d'affection et à établir des interactions avec les adultes. L'inégalité sociale commence dès ce moment-là avec l'explosion du langage au cours de la 3e année. Et ceux qui n'ont pas acquis ça, ont acquis en revanche, éprouvent toute information comme une agression. Et j'ai eu la chance d'avoir pour ami et de travailler avec Stanislas Tomkiewicz, qui est né dans le ghetto de Varsovie, qui a été déporté à Bergen-Belsen, qui était mourant quand il a été libéré, et la Croix-Rouge l'a amené en France, où il ne parlait pas français, il ne savait même pas où était la France, et il n'avait plus de famille. Et quand je l'ai côtoyé, on travaillait ensemble sur la résilience, et quand je l'ai côtoyé, il me racontait que ce soit dans le ghetto, que ce soit à Bergen-Belsen, que ce soit
au cours du voyage organisé par la Croix-Rouge, il disait, on sautait du train et on attaquait les gens. La violence était une valeur adaptative à une société désorganisée. Et la phrase qu'il prononçait souvent, c'est on était des loups, parce que celui qui n'était pas un loup mourait. La violence de ces enfants désorganisés, c'est l'adaptation, c'est la violence. C'est résiliable, parce que dès que on l'appelait on l'appelait Stanislas, on l'appelait Tom, Tomkiewicz, on l'appelait Tom, hein. Dès qu'il a été sécurisé par une famille d'accueil, par l'école, par des études de médecine qu'il a réussi brillamment, il est devenu directeur INSERM, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, il a déclenché un processus de résilience. Et, mais ça ne veut pas dire qu'il a tout oublié. Il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié de son passage au ghetto de Bergen-Belsen et même de l'époque où il était délinquant. Cet homme adorable a été délinquant. Mais sa délinquance a disparu dès qu'on a changé les modes relationnels, verbaux et éducatifs. Et plus on s'y prend tôt, plus la résilience neuronale est facile à déclencher. En revanche, quand j'ai travaillé en Roumanie sur les enfants abandonnés dans des mouroirs, parce que Ceausescu faisait travailler, demandait aux femmes de travailler 14 heures par jour et n'avait pas mis au point de système éducatif pour les enfants. Donc les enfants étaient placés dans des mouroirs que j'ai vus, ils étaient tous auto-centrés, ils ne parlaient pas, ils avaient un retard de langage faramineux et ils s'auto-agressaient à la moindre stimulation. Ils se frappaient la tête par terre ou contre un mur avec une violence telle qui me faisait peur. J'ai eu peur en entendant les coups que les enfants se donnaient, j'avais peur et j'ai voulu les empêcher de se frapper et j'ai eu tort parce que je n'avais pas compris que en se frappant la tête par terre ou contre un mur, la souffrance physique qu'ils s'infligeaient était plus supportable que la souffrance qu'ils ressentaient quand ils étaient privés d'altérité. Donc, donc, et maintenant, la neuroimagerie confirme ce que la phrase de tous les jours que je viens de vous proposer. Les Roumains ont très bien réagi, ils ont sauvé, j'ai travaillé avec Șerban Ionescu, Violeta Stan, ils ont récupéré 100 000 enfants, mais 100 000 enfants ne sont pas récupérés, c'est ceux qui avaient déjà un cerveau structuré par la carence, alors que les 100 000 enfants récupérés, c'est ceux dont on s'est occupé très tôt. Et si ça vous intéresse, il y a deux Américains qui actuellement, Nelson et Zina, Z-E-A-N-A-H, qui publient des textes et des images qui permettent de poursuivre ce que Shaul avait déjà commencé à Tel Aviv, et maintenant il y a un corpus d'images très convaincantes. Alors, pendant la guerre, donc, j'ai travaillé au Liban avec Myrna Ganadjé. Au Liban, il y a eu 16 ans de guerre civile provoquée par les Palestiniens. Quand je n'ai pas vu une seule manifestation avec des drapeaux palestiniens. Quand au Yémen actuellement, il y a 200 000, une catastrophe sanitaire 10 fois plus importante que la catastrophe sanitaire sur la bande de Gaza aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule manifestation. Quand, quand Bachir el-Assad a massacré son propre peuple avec des centaines de milliers de morts et des millions d'exilés, je n'ai pas vu une seule manifestation. Et en France, je suis bien sûr très blessé quand je vois des manifestations antisémites qui réapparaissent en France. Alors, cette, donc, je disais tout à l'heure, la fin de la guerre n'est pas la fin des problèmes. Et quand la guerre sera terminée, parce que toutes les guerres se terminent toujours, mais généralement, les combattants sont ruinés, épuisés et souffrent beaucoup. Mais les guerres se terminent quand même. Or, Michel Lemay, avec qui j'ai travaillé, racontait que ce qui compte, c'est même pendant la guerre, et Myrna Ganadjé, qui a fait sa thèse à Paris, et qui maintenant est professeur Saint-Joseph à Beyrouth,
Elle dit que les enfants libanais qui n'ont pas été traumatisés, c'était ceux qui vivaient soit à Paris, où là, les Libanais à Paris ont été très bien accueillis, soit les enfants qui vivaient à Beyrouth dans des institutions où ils s'occupaient très bien des enfants. Et les enfants les plus traumatisés, c'est ceux qui sont restés à Beyrouth pendant les 16 ans de guerre civile, au contact de familles terriblement traumatisées, parce qu'il y a eu 200 000 morts et 1 million d'exilés pour ce tout petit pays. Et ces enfants-là ont donc dû poursuivre leur développement dans une famille très dysfonctionnelle. Les enfants sont donc devenus dysfonctionnels avec retard de langage et incapacité de maîtriser leurs pulsions, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais alors là, maintenant, je vais rentrer dans le troisième chapitre, c'est-à-dire le récit, la manière de parler après la guerre. J'ai à Bordeaux un de mes amis, professeur de thérapeutique à Bordeaux, au moment de l'attentat des Twin Towers en 2001 à New York, sa consultation a été frappé de voir que les enfants bordelais venaient consulter pour syndrome psychotraumatique alors que l'attentat avait eu lieu à New York. Et ce qui avait traumatisé les enfants, c'était l'angoisse des parents, l'affolement des parents, leur niche sensorielle était complètement affolée, donc affolante pour les enfants, et c'était ce qu'ils voyaient à la télévision, ce chef-d'œuvre de terrorisme des Twin Towers, où les parents sidérés assistaient à un chef-d'œuvre de terrorisme où seulement avec 17 morts, je crois me rappeler, en sacrifiant seulement 17 héros, martyrs, comme disent les djihadistes, en sacrifiant 17 djihadistes, le djihad a fait parler de lui et a terrorisé la planète entière. Chef-d'œuvre de terrorisme médiatisé par la télévision et bien sûr par les parents, mais les parents, on peut comprendre leur angoisse, alors que la télévision transmettait l'horreur en montrant ce chef-d'œuvre de terrorisme et l'effondrement des tours. C'était des images spectaculaires. Énormément de syndromes psychotraumatiques à Bordeaux. Dans le réel, ces enfants n'étaient pas en danger. Dans la représentation d'images et de mots du réel, ils ont souffert. Et ça, je crois que il est très important d'apprendre à parler de ces traumas pour ne pas transmettre quelque chose du trauma. De toute façon, quelque chose sera transmis. Après la Seconde Guerre mondiale, euh, les Juifs survivants étaient contraints au silence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai été contraint au silence parce que sinon je serais mort. Après la Seconde Guerre mondiale, j'ai été contraint au silence parce que les gens ne me croyaient pas. Le déni protecteur empêche la résilience puisqu'on n'affronte pas le problème. Mais là, on n'avait pas le choix. J'avais pas le choix. Mais quand j'ai commencé à travailler sur la résilience, à La Seine, près de Toulon, où j'habite, il y avait beaucoup de communistes. Et ces communistes, après le pacte germano-soviétique, ont renversé la vapeur et ont payé très cher leur résistance. Ces survivants communistes ont raconté sans cesse l'horreur de la guerre, l'horreur des camps de déportés. Même à Auschwitz, ils souffraient moins que les Juifs déportés, puisqu'il y avait un camp dans le camp. Il y avait un camp communiste avec moins de violence, plus de nourriture, que autour d'eux, un autre camp où les Juifs étaient beaucoup plus persécutés que les communistes. Mais quand ils ont raconté l'horreur, parce que eux l'ont raconté, j'ai soigné tous leurs enfants. En racontant l'horreur, ils ont transmis l'horreur du traumatisme. Moi, à l'inverse, j'ai vécu dans un milieu où personne ne parlait de la Shoah. Il y avait très peu de survivants dans ma famille et on n'en parlait jamais, pratiquement pas. J'en en ai parlé seulement quand la sœur de ma mère qui m'avait recueilli, elle est morte à 94 ans, et c'est seulement dans les dernières années de sa vie
qu'elle est morte à 96 ans, c'est seulement dans les dernières années de sa vie qu'elle a pu en parler. Or, si on se tait, si on parle, on transmet l'horreur, et si on se tait, on transmet l'angoisse, l'angoisse du vide, l'angoisse de la non-représentation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai soigné les enfants de communistes traumatisés par les récits des parents. Mon ami à Bordeaux a soigné les syndromes psychotraumatiques de petits Bordelais traumatisés par le spectacle d'horreur représenté à la télévision. Je pense que là, c'est l'importance, c'est le tiers, ce qu'en psychanalyse on appelle le tiers médiateur, c'est-à-dire le porte-parole. Le porte-parole, ça peut être un écrivain, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un essai, suivi de lieux de parole. Et là, l'enfant comprendra ce qu'il est capable de comprendre au fur et à mesure de son développement. Parmi certains de mes patients, j'avais une patiente, son père avait été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait survécu, et un jour, il a pensé que comme sa fille, à 7 ans, arrivait à l'âge de comprendre, il lui a raconté l'horreur d'Auschwitz. Et ma patiente me disait, j'ai commencé mon syndrome psychotraumatique la nuit même qui a suivi la confidence de mon père. Donc, on est, ou bien on raconte l'horreur, on transmet l'angoisse, ou bien on transmet l'horreur, ou bien on se tait, on transmet l'angoisse. Nécessité du tiers, c'est-à-dire du porte-parole, le théâtre, l'essai philosophique, la réflexion, et l'enfant comprendra ce dont il a besoin, ce dont il est capable de comprendre au fur et à mesure de son développement. Voilà, donc on sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va le faire? Avant, il faut à donner aux enfants des facteurs de protection. Pendant, on fait ce qu'on peut, on est dans l'affrontement, on est dans la résistance, on n'est pas dans la résilience, qui est la définition, c'est la reprise d'un nouveau développement. Et après, alors là, on entre dans la résilience avec les deux mots-clés que je propose, le soutien et le sens. Voilà un peu la réflexion que je voulais vous proposer. Merci, merci beaucoup Boris pour cette très riche conférence qui nous fait beaucoup réfléchir. Et si vous le voulez bien, nous allons passer à quelques questions. Donc, je vais prendre d'abord celles qui sont déjà. Alors, pour ceux qui veulent poser une question, vous avez une fonction en bas, donc Q&A, hein, question and answer. Vous pouvez noter votre question. Et la première question que je vois ici et qui concerne, je crois, le début de votre exposé, c'est une question de Monique Barrel qui s'interroge sur la différence que vous avez signalée entre garçons et filles. C'est bien cela, Monique, n'est-ce pas? Alors ça, les femmes sont très chatouilleuses sur ce sujet, mais la Non, question, c'est pour s'informer. oui, oui, mais la question est logique, évidemment. Alors oui, il y a beaucoup de publications là-dessus qui montrent que les petits garçons sont ne réagissent pas à la frustration comme de la même manière que les bébés filles et les petites filles. Euh, les, euh, les bébés garçons passent à l'acte plus facilement que les filles et les bébés filles, avant la parole, tendent les bras, sollicitent une sécurité affective et avec la parole, quand elles sont plus grandes, les jeunes filles traumatisées, elles téléphonent à leur meilleur ami pour descendre avec des mots celui qu'elles n'osent pas descendre avec des coups de poing. Mais donc, c'est pas la même méthode. Or, il y a beaucoup de travaux. Le principal travail, c'est celui de Tremblay, qui est professeur à Montréal, que j'ai rencontré, et surtout celui de Johanna Smith, qui fait un recensement de ses travaux. Et effectivement, très tôt, les bébés garçons n'ont pas les mêmes réactions que les bébés filles,
ce qui n'exclut pas les déterminants culturels. Le fait qu'il y ait un déterminant génétique n'exclut pas le déterminant culturel. Alors le déterminant génétique, c'est que les filles sont XX. Si une anomalie est portée par un X et pas portée par l'autre X, elle ne s'exprimera pas. Alors que chez le garçon, les garçons sont XY, toutes les cellules du corps sont XY. Si une anomalie est portée, et Y, c'est un chromosome fragile, instable, qui se fragmente facilement et qui porte beaucoup d'anomalies. Et si une anomalie est portée par un chromosome Y ou X, il va s'exprimer forcément. Et dans les consultations de neuropsychiatrie et de neuropédiatrie, il y a une énorme majorité de garçons. Et les filles qui consultent en psychopédiatrie, généralement, il faut qu'il y ait un gros fracas autour d'elles pour que ces filles consultent. C'est donc, même les filles sont beaucoup moins soumises aux déterminants génétiques que les garçons. Je disais tout à l'heure qu'un garçon est violent, il fait le vide autour de lui, et toutes les cultures ont utilisé cette vivacité de passage à l'acte des garçons pour leur apprendre, pour les éduquer à la violence. Il y a eu des cultures entières, les Scythes, les Spartiates, bien sûr, les Mongols, euh, notre propre culture française apprenait la violence aux garçons. Il fallait qu'un garçon se batte, et j'ai connu ça dans les années d'après-guerre, quand un garçon ne voulait pas se bagarrer à l'école ou dans la rue, sa propre mère le traitait de femmelette. C'est-à-dire que la violence des garçons était une fonction adaptative pour préparer les enfants à la guerre. Et ça, c'est peut-être un piège pour les Israéliens et d'autres aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, j'entendais dire que la vie reprend et que la fête reprend à Tel Aviv. Ça, c'est un facteur de protection. Parce que le danger, c'est la haine. Il va valoriser la violence. Et à ce moment-là, on va utiliser les petits garçons pour leur apprendre la haine, pour se venger. Ce que les Français et les Allemands ont fait depuis la guerre de 70, et que les Français et les Anglais ont fait depuis, je sais plus, depuis toujours. C'est-à-dire que toutes les cultures, alors il y a eu des cultures entièrement consacrées à la guerre, où les garçons ne faisaient que ça, et les filles faisaient le reste, hein, les choses secondaires. La famille, la société, l'éducation, la vie quotidienne, les enfants. Donc il y a plein de cultures qui ont fonctionné comme ça. Donc le danger des Israéliens, ça serait justement de ne pas faire la fête et de se laisser piéger par la haine, ce qu'on pourrait comprendre, mais qui, à mon sens, serait peut-être un danger. Je peux me permettre, avant de passer aux autres questions, nous avons vu il y a 1 ou 2 jours le témoignage d'un d'un soldat qui parlait de cette fête, vous savez, ce festival où les jeunes ont été massacrés, et qui disait très clairement que s'il voulait agir maintenant, ce n'était pas par colère ou par haine, qu'il ne ressentait plus cette colère ou cette haine, mais que en fait, s'il voulait le faire, c'était parce que on n'avait pas le choix maintenant et que c'était existentiel. Donc, c'est en quelque sorte, si vous voulez, il me semble, un raisonnement, l'idée qu'on n'a pas le choix, qu'on est coincé, qu'on est obligé de se défendre pour survivre, qui remplace ce désir de vengeance que dans le monde on nous attribue en ce moment en disant ah oui, les Israéliens veulent se venger. Alors ça, c'est un facteur de protection. Ça, c'est la phrase, ça, c'est le facteur de protection qu'on a mis longtemps à découvrir en France, puisque au cours de mon enfance, j'entendais beaucoup de gens dire, je refuse de parler allemand, je refuse d'aller en Allemagne, je refuse d'acheter des produits allemands, ce qui n'existe plus maintenant. C'est-à-dire que les Israéliens sont bien évidemment en légitime défense. Il y avait une indignation, une colère qu'on peut comprendre dans les premiers jours, mais là déjà, si les Israéliens commencent déjà à maîtriser leurs pulsions, et si, comme le dit ce soldat, ils ne peuvent pas faire autrement que se défendre, sinon le Hamas va recommencer, hein. C'est Ça, ça. ça me paraît tellement clair.
alors que c'est déjà en place au Yémen, c'est déjà en place en Syrie, c'est déjà en place. C'est en France aussi. En France, le Hamas est déjà en France. Il y a eu 300 Français ont été tués ces dernières années. Ils ne savaient même pas où était la bande de Gaza. Donc, il y a deux professeurs magnifiques, Dominique Bernard et Samuel Paty, il faut dire leur nom, qui ne sont pas juifs et qui ont été assassinés pour avoir commis le crime de dire qu'il fallait respecter toutes les religions. Donc le Hamas est déjà en France. C'est-à-dire que le langage totalitaire de ceux qui prétendent qu'un seul langage est valable, le leur, une seule religion est valable, la leur, le langage totalitaire et tous les régimes totalitaires s'attaquent d'abord à l'école, parce que c'est là où les enfants apprennent. Et c'est là où on peut leur apprendre la haine et les galvaniser. Donc le Hamas est en France, et j'éprouve avec plaisir là, ce que vous expliquez pour ce jeune soldat que j'ai entendu aussi. La haine, la colère était peut-être inévitable dans les premiers jours, ce qu'on peut comprendre sans peine, devant l'horreur du 7 octobre. On peut comprendre ça sans peine. D'autant que, Ruth, vous allez me dire si c'est vrai, mais on dit que ces Israéliens massacrés étaient des Israéliens qui militaient pour que les Palestiniens s'épanouissent et aient leur propre État. Oui, c'était des gens de gauche et certains d'entre eux Voilà. ont été vraiment aidés, par exemple, les enfants de Gaza à aller dans les hôpitaux israéliens. Enfin, c'est vraiment une population qui aspirait à la paix. Mais voilà. Mais c'est parce que le Hamas veut pas la paix. Enfin, ça, vous savez ça mieux que moi. Il veut pas Bien la sûr. paix, il veut la destruction des Juifs. Parce que Mhm. c'est ce que j'ai entendu à Toulon, hein, c'est ce que j'ai entendu avec la réactivation de l'antisémitisme en France. Mhm. Alors, une autre question de Daniel Chemoul qui vous demande si on peut expliquer les massacres du 7 octobre par le fait que ces hommes seraient dysfonctionnels, ou est-ce que ce serait plutôt parce qu'ils ont été programmés depuis leur enfance à tuer des juifs? Mais les deux sont associés. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Mohamed Merah. Mohamed Merah, dysfonctionnel à cause d'une carence éducative, scolaire, sociale énorme, familiale énorme, a été récupéré par un langage totalitaire et il a été heureux à l'idée de s'entraîner pour tuer des juifs, pour rentrer dans des écoles à Toulouse et filmer quand il tuait des enfants. Donc, les deux sont associés. Le langage totalitaire, c'est aussi une privation d'altérité. Il n'y a qu'un seul récit à apprendre. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat. Donc le langage totalitaire, la certitude, est une forme de langage totalitaire. Et la certitude, et ça provoque une dysfonction cérébrale, bien sûr. Les deux sont associés. Alors, André Amiac, qui vous remercie tout d'abord de votre présentation brillante et claire, et qui parle du 7 octobre comme un trauma global pour tout le peuple juif à travers le monde. Alors, ça me Oui. paraît c'est très vrai. C'est-à-dire que quand j'ai entendu ce pogrom incroyable du 7 octobre, ça a réactivé tous mes souvenirs de mon enfance, que je croyais enfouis et qui ont été réactivés par le 7 octobre. J'ai éprouvé, d'ailleurs, j'ai pas éprouvé de haine, j'ai éprouvé une immense tristesse. C'est-à-dire que je me suis dit, oh zut, ça recommence. Et effectivement, ça a réactivé ce que je croyais avoir à peu près réglé. Je crois que je l'ai à peu près réglé puisque j'ai repris une vie suffisamment bonne, mais j'ai pas tout réglé. J'ai gardé une sensibilité peut-être excessive. Dans un premier temps, cette sensibilité excessive fait que quand j'étais adolescent, je me suis identifié à tous les persécutés du monde, y compris les Arabes persécutés. Je me suis identifié aux Algériens persécutés par le colonialisme. Je me suis identifié aux Congolais. Et puis, donc, j'ai cherché à les aider. Euh,
Donc, mais là, quand j'ai vu le pogrom incroyable du 7 octobre, ça a réactivé une sensibilité particulière qui ne sera probablement jamais éteinte, qui s'éteindra avec moi. Donc, dans la résilience, même si on reprend un développement suffisant pour se remettre à vivre correctement, on règle pas tout, bien sûr, mais on peut se remettre à vivre le mieux possible dans le contexte sur lequel on doit agir. On a une responsabilité philosophique et politique et éducative. On doit agir sur le contexte qui façonne nos enfants, qui nous façonne aussi. Mais nous, il faut reconnaître qu'on est moins plastique que les enfants. Je voudrais vous demander aussi de parler du protocole 6C. Alors là, je vais être bref, là, hein. Je- parce que je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Bon, ben écoutez, on va passer donc à une autre question. Alors moi, si je peux me permettre aussi, vous me parliez quand notre conversation téléphonique, vous aviez évoqué le problème des enfants juifs, pas seulement ici en Israël, traumatisés par tout ce qui se passait, mais en France, qui est un sujet auquel j'avoue que, habitant en Israël, je n'avais pas pensé. Donc, à ce que passaient aujourd'hui les enfants juifs avec la résurgence de l'antisémitisme et tous les problèmes que ça posait à leur vécu quotidien. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce que vous en pensez et comment on peut contrer ça? Alors, il y a un aspect paradoxal, c'est que ça renforce la solidarité des communautés juives en France. Comme vous l'avez dit tout à l'heure à Tel Aviv, les gens se parlent plus, s'expliquent plus, s'entraident matériellement, verbalement, etc. Ça, c'est l'aspect positif. Le danger de cet aspect, de cette augmentation de la solidarité, c'est de refaire un clan, c'est le dévoluer vers le communautarisme. Et ça, c'est un danger qui menace les Juifs comme les Arméniens, comme tous les gens. Sauf que les Arméniens redécouvrent aussi une sorte de communautarisme parce que certains Turcs refusent de reconnaître le génocide arménien. Donc ça les indigne, ils se regroupent entre eux, ils m'ont souvent invité, et il y a beaucoup de points communs entre le génocide arménien et le génocide juif. Mais il y a des différences, bien sûr, mais actuellement, le fait ils se sentent agressés par le négationnisme turc, donc ça augmente le communautarisme. Alors que ça augmente la solidarité arménienne, je comprends ça, comme ça augmente la solidarité juive, c'est un bénéfice, c'est délicieux. On est entre nous, on se protège, on a un code comportemental, on a un code vestimentaire même, on a un code alimentaire, on a le code des bougies, d'Hanouka, on a plein de codes qui nous permettent de se sécuriser, de se sentir bien ensemble. C'est assez nécessaire. Le danger, c'est le repli sur soi sous forme de communautarisme, parce que le communautarisme mène au langage totalitaire, étant donné que c'est un langage, on ne parle que de ce qui nous touche, on ignore ce qui se passe dans le monde de l'autre. Donc, c'est une privation d'altérité. Or, maintenant, la neuroimagerie montre que les mots, tout à l'heure je l'ai dit, les mots sculptent le cerveau. Les mots sculptent le cerveau. La manière de parler structure le cerveau. Pour les neurologues qui sont dans la salle, euh, quand les mots parlés sculptent la partie antérieure de la sylvienne gauche, les mots entendus sculptent la partie postérieure de la sylvienne gauche, les mots lus sculptent la partie encore plus postérieure vers la zone des images des lobes temporo-occipitaux gauche et droit. Et quand j'ai travaillé au Japon, les Japonais ont deux systèmes de signes, le même système de signes latin que nous et un système idéographique. Quand ils font un accident de la sylvienne gauche, ils deviennent aphasiques, agraphiques dans notre système de signes et ils continuent à lire et à écrire dans leur système idéographique plus près des images. C'est-à-dire que ce n'est pas la même zone qui a été sculptée par les mots images ou par les mots latins, avec un système. Donc on a là plein de preuves qui montrent que les mots sculptent le cerveau.
Donc c'est important de savoir ça parce que ça nous permet d'agir sur le milieu qui agit sur nous. Et l'exemple de Mohamed Merah, qui avait un retard de langage, qui était chassé de partout, il avait un retard de développement et un retard de langage qui l'empêchait de se socialiser. Donc ça a été une proie facile pour un djihadiste. Alors, il y a une question là, de quelqu'un dont je n'ai pas le nom qui dit, vous avez dit avant, il faut donner des facteurs de protection. Après, résilience avec soutien et le sens. Et donc, la question est, qu'est-ce qu'on fait pendant? Alors voilà, ben pendant, on n'est pas dans la résilience, pendant, on est dans la résistance. C'est-à-dire qu'on affronte. On est dans le coping, disent les Anglais. On est dans la synchronie. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, Ruth, on est agressé, on s'enfuit ou on prend les armes. On s'enfuit ou on est sidéré ou on prend les armes. C'est ce que les Israéliens ont fait en toute légitimité. Ça, vraiment, j'aurais, ils ne pouvaient pas avoir d'autres réactions. Ils l'ont fait, ils ne pouvaient pas réagir autrement. Donc, mais là, on est dans la synchronie, on est à la résistance. J'ai un jeune oncle, dans les deux survivants de ma famille, il y avait un jeune oncle qui s'est engagé dans la résistance à l'âge de 18 ans. Et donc, et là, les résistants ont payé très cher. Et d'ailleurs, les stéréotypes antisémites marchent encore, puisque j'entends très souvent, les Juifs se sont laissés conduire à l'abattoir comme des moutons. Mhm. Et ça me blesse profondément parce que mon père s'est engagé dans l'armée française pour affronter le nazisme. Il a été blessé à Soissons et il a été arrêté sur son lit d'hôpital à Bordeaux par la police du pays pour lequel il avait combattu. Mhm. Alors, c'est pas facile à comprendre. euh, Tous les hommes de ma famille se sont engagés dans la Légion étrangère. Ceux qui étaient français se sont engagés dans l'armée française. Oui, plutôt j'aurais dû dire, ils ont été engagés dans l'armée française. Les autres se sont engagés dans le régiment des volontaires étrangers. Et les jeunes, garçons et filles, se sont engagés dans la résistance. Tout le monde s'est engagé. Et bien sûr, à la fin de la guerre, il n'en restait pas beaucoup. Mais mais je pense que le stéréotype, c'est le Veldiv, où on voit 14 000 juifs parqués comme des moutons. Il n'y Mhm. avait que des Mhm. femmes chargées de Mhm. s'occuper de leurs enfants, non armées, Mhm. raflées au petit matin comme je l'ai été. Comment voulez-vous? Alors ça, c'est des stéréotypes antisémites qui existent encore aujourd'hui, et les Israéliens le subissent aussi, parce que s'ils s'étaient laissés faire, ce qui n'est pas par bonheur pas pensable, s'ils s'étaient laissés faire, on aurait dit, voyez, les Juifs sont des moutons. Ils ne se sont pas laissés faire, on dit, vous voyez, ils ont une riposte démesurée. Alors, je vais prendre une dernière question avant de repasser la parole à Francis. Donc voilà, de quelqu'un qui vous remercie, c'est fascinant, et qui demande la chose suivante. On a beaucoup parlé des âges de l'avant-parole et puis de l'âge où un tiers peut intervenir. Mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui sont entre les deux, avant 7 ans, qui ne sont pas nécessairement prêts pour les tiers médiateurs? Alors, merci pour cette question, parce que au cours du développement, on passe par tous ces stades. D'abord, on a été des cellules dans le ventre de notre mère. Dans le ventre de notre mère, déjà, l'épigenèse nous a façonnés parce que l'expression des émotions maternelles a modifié l'expression de notre ADN. Quand on est arrivé au monde, la parole avait une fonction affective, structurant le cerveau. Au cours de l'explosion du langage du troisième année, on commençait à comprendre des mots contextuels, c'est-à-dire des mots qui désignaient des choses dans le contexte, biberon, bonbon, papa, des choses du contexte. Et c'est très tard qu'on a accès au récit. C'est seulement vers l'âge de 5, 6, 7 ans qu'on a accès au récit. Et là, on change de relation avec les enfants. Dans un premier temps, un enfant angoissé, on le prend dans les bras. Dans un deuxième temps, on le prend dans les bras, on lui parle. Et dans un troisième temps, vers 5, 6, 7 ans, on doit lui raconter.
l'histoire de notre famille, l'histoire de notre culture, pourquoi il y a eu la guerre. Et ça, je crois qu'il faut le faire en groupe. Il faut le poids des mots, l'intimité, la proximité affective donne trop de poids aux mots. Si ma boulangère me dit, Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas, je vais pas être blessé. Je vais me dire, elle est drôle. Tiens, elle sait pas ce qu'elle perd, celle-là. Alors là, je vais pas, je vais pas être blessé. Si ma femme ou mes enfants me disent les mêmes mots, alors là, je vais. Donc, il faut un tiers. Mais ce tiers-là n'intervient qu'au moment du récit, c'est-à-dire vers 5, 6, 7 ans, selon la vitesse de développement des enfants. Mais les mots agissent bien avant, ils agissent déjà dans l'utérus. À Toulon, on a rendu observable que les basses fréquences de la voix d'une femme enceinte sont très bien transmises par son corps et par le liquide amniotique, alors que les hautes fréquences sont filtrées par son corps et le liquide amniotique. C'est-à-dire que ça revient à dire que lorsqu'une femme enceinte parle avec ses basses fréquences, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et c'est pour ça que le bébé reconnaît la voix de sa mère dans l'heure qui suit la naissance. Il tourne la tête et les yeux en direction de la voix de sa mère. C'est la voix, c'est pas encore les mots, c'est pas encore les récits. C'est pourtant déjà un support sensoriel qui le sécurise et qui le structure. Donc c'est une ontogenèse qui part du ventre des femmes et qui arrive ensuite au récit. Monsieur Cyrulnik, vraiment, nous vous remercions énormément. On aurait aimé continuer encore longtemps à vous poser des questions, mais malheureusement, nous devons terminer. Donc, je vais repasser la parole à notre vice-président, Francis Barrel. Francis, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Stella et Boris, merci encore beaucoup pour ce fascinant exposé. Je pense que les gens seraient restés encore plusieurs heures pour pour vous écouter et pour vous poser plein de questions tout aussi intéressantes. Moi, je voulais juste conclure pour faire une mini synthèse. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, dans des pays assiégés, dans des pays en guerre, on peut avoir l'inverse d'enfants affectés plutôt que de 30% dans une population à peu près normale, on peut avoir jusqu'à 70% d'enfants affectés. Le grand avantage d'Israël, c'est grâce à la force de la communauté, grâce à la résilience dont vous avez très bien parlé ce soir, Israël résiste, Israël est un pays très fort. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un raz-de-marée de trauma, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les soldats, que ce soit pour les réservistes. Donc c'est pour ça que l'Université Tel Aviv a besoin de vous, ce soir, cette année et tout le temps. C'est pour ça qu'il y a un fonds d'urgence qui a été créé. Donc Stella, Ilana et les équipes de l'Université Tel Aviv vont mettre sur le Q&A, vont mettre par email le lien pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur le fonds d'urgence. C'est un fonds qui a été mis en place dès le 7 octobre pour aider l'université à renforcer le département de psychologie, pour le département trauma et aussi pour accompagner les soldats qui sont au front avec des bourses. Donc, je ne veux pas parler plus longtemps. Je vais vous remercier encore une fois, Boris, pour ce fascinant exposé. Pour l'audience, pour les spectateurs de ce soir qui ont été fascinés par votre exposé, n'hésitez pas à participer au fonds d'urgence. L'université a besoin de vous. Et on vous remercie pour votre générosité. Et Boris, encore une fois, merci infiniment pour votre disponibilité, votre flexibilité et ce fascinant exposé. Et on a hâte de vous réécouter à nouveau, sans doute, l'année prochaine pour parler de la suite. Vous savez, Merci infiniment à tous. à Tel Aviv, il y a un des meilleurs spécialistes mondiaux du traumatisme, hein. Malheureusement, les Israéliens ont une excellente école, hein. C'est Sam Tiano, qui est un des meilleurs spécialistes internationaux. Mais les Israéliens ont été les premiers à travailler ce que j'ai résumé, parce que malheureusement, ils ont un contexte social qui les a obligés à affronter ce problème. Alors, merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Merci à tous les participants. Et voilà, nous allons essayer de passer aussi bien et aussi dignement que possible cette période difficile. Et nous espérons vous retrouver sur un autre Zoom pour les conférences de l'Université de Tel Aviv, que nous continuons maintenant, bien sûr, sur les sujets qui nous préoccupent le plus.
Merci, merci à tous. Voilà, vous voyez ici la petite annonce qui a été mise par Ilana. Et donc, à bientôt j'espère. Et merci aussi à Francis Barrel, notre vice-président. Voilà. Au revoir Boris, à bientôt j'espère. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir à tous. Merci Boris encore. Merci Lana.